Voici l'analyse détaillée du rapport original, le plan de rédaction en 5 parties, ainsi que les descriptions stylistiques et visuelles obligatoires pour la suite de la tâche. Plan des scènes. Étape 1. Partie 1. Le verdict catastrophique du CPI de mars. Cette partie couvre les premiers 20% de l'original, du début jusqu'à Whether the recession probability model at Moody's crosses the 50% threshold that has predicted every American recession since World War II. Elle traitera de la publication du rapport sur l'indice des prix à la consommation, CPI, de mars à 8h30, avec l'accélération brutale de l'inflation globale à 3,7% et du CPI sous-jacent à 3,1%. Le texte expliquera pourquoi ce chiffre est non seulement mauvais, mais catastrophique pour la Réserve fédérale et les marchés, anéantissant l'optimisme lié au cessez-le-feu en Iran. L'argument central sera que ce chiffre n'est pas seulement une donnée, mais un verdict sur la capacité de la Fed à baisser les taux, impactant directement le mur de maturité de l'immobilier commercial, les taux hypothécaires et la probabilité de récession de Moody's. Partie 2. Le mécanisme en 4 étapes et le choc initial. Cette partie couvre les 20% suivants, de Do all of those questions had one single answer point today, jusqu'à Every single dollar of that oil price increase adds cost to airlines, to trucking companies, to manufacturers, to food producers, to every business whose inputs require energy to make or deliver. Elle traitera de la confirmation par les données de ce matin que l'inflation est de retour, entraînant l'effondrement des probabilités de baisse des taux et une chute massive des indices boursiers, S&P 500, Dow, Nasdaq. Le texte introduira le mécanisme historique en 4 étapes des dislocations de marché et développera la phase 1, le choc, identifié comme la guerre en Iran du 28 février 2026, entraînant la fermeture du détroit d'Ormuz et la hausse fulgurante du pétrole Brent de $72 à plus de $120, impactant tous les coûts de production. Partie 3. Transmission, piège de politique et précédents historiques. 1973 à 1994. Cette partie couvre les 20% du milieu, de Stage 2 is the transmission, jusqu'à And if today's CPI reading leads to a further revision of rate expectations in the weeks ahead, the repricing has significant further to run. Elle développera la phase 2, la transmission, les coûts du pétrole passant dans le CPI de mars, notamment l'essence à 30%. Et la phase 3, la réponse politique, décrivant le piège de la Fed, augmenter les taux aggrave la récession, ne rien faire ancre l'inflation. Le texte introduira ensuite les exemples historiques pour prouver le caractère prévisible du mécanisme, en détaillant le choc pétrolier de 1973 à 1974, stagflation, chute du S&P de 48%, et le choc obligataire de 1994, hausse des taux surprise, repricing instantané, crise du peso mexicain. Partie 4. L'analogie de 2022, les 5 flux de données et la vulnérabilité sectorielle. Cette partie couvre les 20% suivants, de The Third Example is 2022 jusqu'à The Construction and Home Improvement Industries Remain Depressed. Elle analysera l'exemple le plus pertinent, 2022, montrant le même mécanisme, guerre, énergie, inflation, revirement de la Fed, et soulignant que le marché ne chute pas d'un coup, mais par vagues. Le texte se connectera ensuite à la réalité actuelle en synthétisant 5 flux de données simultanés. CPI, sentiment des consommateurs, modèle Moody's à 49%, avertissement de Goldman Sachs, ratio Shiller-Cape à 39,7. Enfin, elle détaillera le repricing sectoriel spécifique en expliquant pourquoi le secteur technologique, dette IA de Microsoft, Amazon, Alphabet, et l'immobilier, taux à 6,46%, marché gelé, sont les plus vulnérables. Partie 5. La consommation sous pression, la trappe budgétaire et les 5 actions stratégiques. Cette partie couvre les derniers 20% de l'original, de Consumer Discretionary is the third sector jusqu'à la fin du texte. Elle expliquera l'impact sur la consommation discrétionnaire, hausse de l'essence, baisse du sentiment Michigan, contrecarrera les arguments optimistes,
cessez-le-feu temporaire, données d'emploi trompeuses, inflation sous-jacente non contenue, et introduira l'élément crucial, la dette nationale de 39 000 milliards de dollars. Le texte exposera le piège budgétaire où chaque hausse de taux augmente le coût des intérêts. Enfin, elle conclura avec la phase 4, le repricing, et détaillera 5 actions pour l'investisseur informé. Comprendre le repricing multimois, l'asymétrie sectorielle favorable à l'énergie, surveiller la réunion Fed du 29 avril, maintenir la liquidité et utiliser le cadre analytique fourni. Analyse détaillée du style et de la mentalité de l'auteur. Le rapport original relève d'une thématique financière et macroéconomique de haute importance, traitant de la politique de la Réserve fédérale, de l'inflation et de leurs conséquences sur les marchés d'actifs, ciblant un public d'investisseurs et de professionnels de la finance. Son genre est une analyse de marché approfondie et urgente, fonctionnant comme une anatomie en direct d'une dislocation financière, plutôt qu'un simple rapport post-mortem. L'écriture est formelle mais assertive, utilisant une terminologie professionnelle précise, headline CPI, core CPI sous-jacent, VIX Fear Gauge, ratio Shiller-KEP, bear steepening yield curve. Le ton est alarmiste, grave et ominosité. Pas seulement mauvais, catastrophique, soulignant l'urgence de la situation. Pas demain, maintenant, aujourd'hui. L'intonation est critique envers les perceptions superficielles de Wall Street et la gestion de la Fed. Le rythme est rapide et entraînant, alternant des affirmations courtes et percutantes pour créer un impact. L'inflation est de retour. Le marché repricing. Avec de longues constructions complexes détaillant les données et les liens de cause à effet. L'argumentation est construite sur une base de faits stricts, statistiques du BLS, indice de Moody's, ratio de Goldman Sachs, et d'analogies historiques puissantes, 1973, 1994, 2022, pour valider un mécanisme prévisible. La syntaxe est dynamique, utilisant des questions rhétoriques et l'anaphore pour l'accentuation. L'auteur se positionne comme un expert guide impartial, fournissant le tableau complet caché par les fragments des médias financiers. La mentalité générale est celle d'un analyste rigoureux qui croit en la reconnaissance de patterns historiques appliqués aux données en temps réel pour naviguer dans le chaos. Style visuel pour les images. Avec la force comprise Émilité Pletitioneux, a series of 5 high-contrast atmospheric documentary style photographs capturing the tension and urgency of the text's narrative. The overarching aesthetic is gritty, real-world and cinematic, using a muted color palette dominated by deep shadows, cold blues, desaturated greens and striking pops of alarming orange and red from digital displays and machinery. The lighting is low-key, practical and directional, emphasizing textures and facial expressions. The composition is dynamic, using extreme close-ups and dramatic angles to convey pressure and scale. Image 1 represents part 1, the verdict. A close-up portrait of a stressed financial analyst in a dimly lit, chaotic trading floor, illuminated by the harsh glow of multiple monitors displaying crashing red indices and the headline CPI 3.7%. His face is taut, looking down at the screen, reflecting panic and disbelief. Image 2 represents part 2, the mechanism/1973. A conceptual shot of stage 1, the shock. A massive weathered oil tanker navigates dark, turbulent waters, its silhouette barely visible, symbolizing the Strait of Hormuz closure. In the background, a large antique clock tower, reminiscent of 1973 architecture, is visible, with a small digital clock showing February 28th and oil price graphs spiking. Image 3 represents part 3, the policy trap. An atmospheric shot of the Federal Reserve Building entrance at night. A solitary figure, representing Jerome Powell, stands near the entrance, back to the camera, looking at the glowing windows where key numbers 3.7% and 3.1% are projected as looming shadows, conveying isolation and indecision. Image 4 represents part 4, sector contagion. A powerful juxtaposition representing technology and real estate.
An extreme close-up of a semiconductor manufacturing machine in a clean room, struggling, overlaid visually with a blurred reflection of a for sale sign with the numbers 6.46% mortgage rate crudely written over it. Image 5 represents part 5, The Reckoning/2026. A conceptual composition summarizing the 2026 environment. A large, complex, old-fashioned clockwork mechanism, symbolizing the historical pattern, is grinding, with gears marked 1973, 1994, 2022, and 2026. A single, small, bright orange light, the CPI data, illuminates 2026, and a graph plummeting into deep shadow, labeled $39 milliards debt, conveying finality and structural decay. Ce matin, précisément à 8h30, heure de l'Est, le Bureau des statistiques du travail a rendu public le rapport sur l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars 2026. Les résultats ne sont pas seulement décevants, ils sont proprement alarmants. L'indice global des prix à la consommation affiche une progression brutale de 3,7% en glissement annuel. En février, ce chiffre stagnait encore à 2,4%. Ce qui signifie que nous venons de subir une accélération violente de 1,3 point de pourcentage en l'espace d'un seul mois. Il s'agit là du bond mensuel le plus massif de l'inflation globale enregistré depuis la poussée inflationniste post-pandémique de 2022. Parallèlement, l'IPC sous-jacent, cet indicateur crucial qui exclut les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie et que la Réserve fédérale scrute avec une attention quasi exclusive, s'est établi à 3,1% sur une base annuelle. Cette hausse a été alimentée par une augmentation mensuelle de 0,4%, un chiffre qui pulvérise littéralement toutes les prévisions et estimations du consensus. Il est impératif de comprendre que ce rapport n'est pas simplement une mauvaise nouvelle économique de plus. Il représente une déflagration catastrophique pour les marchés financiers et pour la stratégie de la Réserve fédérale. L'impact est d'autant plus dévastateur que ces données ont été publiées le jour même où Wall Street commençait enfin à entrevoir une issue positive. Suite à l'annonce du cessez-le-feu en Iran le 8 avril dernier, les prix du pétrole avaient amorcé un repli encourageant, retombant de $112 le baril vers la zone des $90. L'indice de volatilité VIX, véritable baromètre de la peur sur les marchés, s'était détendu de manière significative, permettant aux investisseurs de reprendre enfin leur souffle. Cependant, l'événement de ce matin a balayé instantanément tout l'optimisme que ce bref rebond de soulagement avait péniblement intégré dans les cours. Tout a été anéanti par une simple feuille de calcul gouvernementale diffusée à l'aube. En ce moment précis, la vente massive sur les marchés déclenchée par ces statistiques est en plein essor. Des milliers de milliards de dollars de richesses de papier sont en train d'être réévalués et amputés en temps réel. Il ne s'agit pas ici d'une analyse rétrospective ou d'une autopsie, mais bien de l'anatomie en direct d'un effondrement structurel et d'un choc financier majeur. Cette situation était mathématiquement inévitable dès le 28 février, jour où le conflit en Iran a éclaté. Les chiffres qui viennent de tomber ne marquent pas la fin de la crise, mais ouvrent au contraire un nouveau chapitre, beaucoup plus périlleux que le précédent. Il existe un schéma historique récurrent en 4 étapes qui a systématiquement précédé chaque dislocation majeure des marchés au cours du siècle dernier. Ce que nous observons aujourd'hui est l'application concrète d'une reconnaissance de modèles sur des données vérifiées instantanément. Quiconque détient des actifs sur le marché, qu'il s'agisse d'un plan de retraite 401k, d'un compte de courtage ou d'une épargne indexée sur la politique de la Réserve fédérale, doit impérativement saisir l'ampleur de ce qui s'est joué ce matin. L'urgence n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui, maintenant. Ce rapport de l'IPC de mars ne se contente pas de donner une lecture de l'inflation. Il agit comme un verdict implacable et sans appel pour l'avenir financier immédiat du pays. Ce verdict porte sur la capacité réelle de la Réserve fédérale à entamer un cycle de baisse des taux d'intérêt au cours de l'année 2026. De cette décision dépendent pourtant des pans entiers de l'économie américaine. La résolution du mur de maturité de l'immobilier commercial sans provoquer de crise bancaire systémique, la détente des taux hypothécaires indispensables pour dégeler un marché du logement totalement paralysé, et la réduction des coûts de refinancement pour les entreprises afin d'endiguer une vague imminente de défauts de paiement parmi les sociétés les plus endettées. Enfin,
Ce chiffre constitue le point de bascule redouté pour le modèle de probabilité de récession de Moody's. Alors qu'il se situait déjà à 49% avant même que le choc global de la guerre en Iran ne soit pleinement comptabilisé dans les données économiques, il est désormais sur le point de franchir ce seuil critique des 50% qui a, sans aucune exception, prédit chaque récession américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les interrogations qui pesaient sur la direction de l'économie américaine ont trouvé aujourd'hui une réponse unique et brutale. L'inflation est bel et bien de retour. La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au mois de juin, qui se maintenait à un niveau de 55% avant la diffusion des chiffres de ce matin, s'est littéralement effondrée pour atteindre 35% selon les probabilités implicites du marché suivies par les analystes financiers. Le marché obligataire n'a pas tardé à réagir avec une violence extrême, les rendements ayant bondi instantanément, une dynamique que les taux hypothécaires suivront inévitablement dans les jours à venir. Dans le même temps, les marchés d'actions, qui venaient tout juste d'amorcer une reprise partielle portée par l'espoir d'un cessez-le-feu, sont en train d'intégrer péniblement tout le poids de cette nouvelle réalité économique. L'indice S&P 500, qui avait débuté l'année 2026 à des niveaux records proches de 6 979 points, affiche désormais un recul d'environ 7% depuis le début de l'année. Le Dow Jones Industrial Average a glissé d'environ 8%, tandis que le Nasdaq Composite subit une correction encore plus sévère, dépassant les 10% de baisse. Les 4 signaux d'alerte identifiés par les analystes au début du mois d'avril sont désormais confirmés de manière simultanée. Des valorisations extrêmes illustrées par un ratio Shiller-Cap à 39,7. Le choc pétrolier découlant du conflit iranien ayant propulsé le baril de Brent de 72 $ à plus de 100 $ en quelques semaines seulement, une probabilité de récession croissante et une courbe des taux qui se raidit brutalement. Il faut impérativement comprendre qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé ou d'une simple réaction d'une journée, mais du déclenchement d'un cycle profond de réévaluation du marché qui, si l'on se réfère aux modèles historiques, mettra plusieurs mois à se déployer totalement. La seule façon de naviguer dans cet environnement sans en être une victime passive est de décrypter le mécanisme qui produit de telles dislocations de marché. Chaque sell-off majeur dans l'histoire moderne de la finance suit une séquence identique composée de 4 étapes, et la situation actuelle n'échappe pas à cette règle immuable. La première phase est celle du choc initial. Il s'agit de l'événement externe imprévisible qui vient rompre l'équilibre établi et perturber les fondations mêmes de l'économie. Dans le cas présent, ce choc a été déclenché par la guerre en Iran qui a débuté le 28 février 2026. L'engagement des États-Unis et d'Israël dans des frappes contre l'Iran a provoqué des représailles immédiates entraînant la fermeture effective du détroit d'Ormuz. Cet événement a généré la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de toute l'histoire du marché mondial de l'énergie, créant un déséquilibre systémique sans précédent entre l'offre et la demande. Selon les données fournies par l'Agence internationale de l'énergie, le pétrole Brent, qui se négociait confortablement autour de 72 $ le baril au début du conflit, a bondi au-delà des 120 $ en seulement 3 semaines. Cela représente une augmentation massive de 67% pour la matière première qui détermine le coût de production et de livraison de la quasi-totalité des biens et services au sein de l'économie mondiale. Chaque dollar supplémentaire sur le prix du baril de pétrole se traduit immédiatement par une augmentation des coûts opérationnels pour les compagnies aériennes, les entreprises de transport routier, les fabricants industriels, les producteurs de denrées alimentaires et, plus largement, pour toutes les entreprises dont le modèle nécessite de l'énergie pour transformer ou acheminer leurs produits. Ce choc de l'offre énergétique agit comme une taxe invisible et instantanée sur l'ensemble de la machine économique, forçant chaque acteur à reconsidérer ses marges et sa viabilité dans un contexte où les intrants deviennent brusquement prohibitifs. Le mécanisme est désormais enclenché, et ce choc initial se diffuse avec une force irrésistible à travers toutes les couches de la structure financière internationale, marquant le passage inévitable à la phase suivante de la crise. La deuxième étape de ce processus inéluctable est celle de la transmission. C'est le moment précis où le choc initial, jusqu'alors confiné à un événement géopolitique isolé, migre vers les données économiques globales pour s'y enraciner. Cette phase a débuté en mars et a reçu ce matin une confirmation définitive et brutale. Le rapport de l'IPC de mars a capturé pour la toute première fois, dans une mesure officielle, la force d'impact totale de la flambée des prix du pétrole survenue durant les 3 dernières semaines de février et tout au long du mois de mars. Selon les données du Bureau des statistiques du travail,
Les prix de l'essence ont bondi d'environ 30% sur le seul mois de mars. À elle seule, cette poussée a ajouté entre 0,5 et 0,6 points de pourcentage à l'inflation globale. Lorsque l'on combine ce facteur à des coûts de logement qui demeurent désespérément rigides, à des frais de santé progressant à un rythme annuel de 6 à 7% et à des prix alimentaires en hausse de plus de 3% sur un an, le résultat est sans appel, une inflation globale de 3,7%, soit le niveau le plus élevé observé depuis l'année 2022. Nous entrons ainsi aujourd'hui, au moment même où cette analyse est produite, dans la troisième étape du mécanisme, la plus dangereuse et la plus lourde de conséquences pour les marchés, la réponse politique. La Réserve fédérale se trouve dans l'obligation de réagir à une inflation globale de 3,7%. Elle ne peut tout simplement pas l'ignorer. Cependant, le dilemme est total, car chaque outil dont elle dispose pour combattre l'inflation aggrave mécaniquement le risque de récession. Si la Fed décide de relever ses taux pour briser la spirale inflationniste, elle accélère instantanément le cycle de défaut de paiement dans l'immobilier commercial, augmente drastiquement les coûts d'emprunt pour les 10 000 milliards de dollars de dettes du Trésor qui doivent être refinancés cette année, et propulse la probabilité de récession, déjà assise à 49%, bien au-delà du seuil critique des 50%. A l'inverse, si elle choisit l'inaction, les attentes inflationnistes risquent de se désancrer totalement. Le marché obligataire exigera alors une prime de terme plus élevée pour détenir des obligations à long terme, les taux hypothécaires resteront à des sommets ou grimperont encore, et le marché immobilier demeurera gelé. Il n'existe aucune version de la réponse politique aux données de ce matin qui soit favorable au marché. Il n'existe que des scénarios néfastes, se distinguant seulement par la nature de leurs dégâts. Pour bien mesurer la gravité de cette situation, il faut se pencher sur les précédents historiques qui valident ce schéma. Le premier exemple est la période 1973 à 1974. L'embargo pétrolier arabe de 1973 avait vu les prix du brut quadrupler en quelques mois, entraînant une transmission immédiate vers l'inflation, qui était passée de 3% à 12% en un an. La réserve fédérale d'Arthur Burns s'était retrouvée prise dans le même piège que celui qui se referme aujourd'hui sur Jérôme Powell. En augmentant les taux sans l'agressivité nécessaire, Burns avait échoué à briser l'inflation tout en provoquant une récession sévère, aboutissant à une stagflation dévastatrice. L'indice S&P 500 avait alors chuté de 48% entre son pic de 1973 et son creux de 1974. Et il avait fallu attendre 1980 pour que les marchés se redressent en termes réels. Bien que les États-Unis produisent aujourd'hui plus de pétrole qu'en 1973, le pétrole reste une matière première dont le prix est mondial. Lorsque le détroit d'Ormuz ferme, privant le globe de 20% de son approvisionnement, le brut domestique s'aligne sur la rareté mondiale, rendant le mécanisme de 1973 parfaitement opérationnel aujourd'hui. Le second exemple est celui de 1994, année où la Fed a relevé ses taux pour la première fois en 5 ans. Si la hausse initiale n'était que de 25 points de base, la réaction du marché obligataire fut d'une violence inouïe, car il avait été positionné sur une absence prolongée de hausse. Ce changement de trajectoire a provoqué une réévaluation instantanée de tous les actifs sensibles au taux. En 1994, l'indice Bloomberg Global Bond a perdu 17% de sa valeur, sa pire perte annuelle historique à l'époque, déclenchant par ricochet la crise du peso mexicain. Les taux hypothécaires étaient passés de 7% à 9% en quelques mois, écrasant l'accessibilité au logement. La leçon fondamentale de 1994, qui s'applique directement à ce que nous vivons depuis 8h30 ce matin, et que lorsqu'une donnée d'inflation force une révision brutale de la politique monétaire anticipée, le repricing n'est jamais graduel. Il se produit en quelques heures. Dans l'heure qui a suivi la publication du rapport IPC ce matin, le marché a déjà commencé à exclure la baisse des taux de juin. Les secteurs technologiques, immobiliers et de consommation discrétionnaire ont été réévalués à la baisse immédiatement. Si les lectures d'inflation conduisent à de nouvelles révisions dans les semaines à venir, ce mouvement de réévaluation dispose encore d'une marge de progression considérable. Le troisième exemple historique, celui de 2022, est sans doute le plus directement pertinent car son mécanisme est quasi identique à celui que nous observons aujourd'hui.
En janvier 2022, la Réserve fédérale qualifiait encore l'inflation de transitoire, alors que l'indice des prix à la consommation avait grimpé à 7%, un sommet en 40 ans, porté par les perturbations post-pandémiques et la hausse de l'énergie. Les marchés se situaient alors à des sommets historiques, avec un ratio Shiller-Cape au-dessus de 38, un niveau de survalorisation similaire à celui de janvier 2026. La Fed a finalement reconnu son erreur et a entamé un cycle de hausse des taux dès mars 2022, portant le taux des fonds fédéraux de près de 0 à plus de 4% en moins d'un an. Cette année-là, le S&P 500 a chuté de 19,4%, frôlant le marché baissier officiel, tandis que le Nasdaq s'effondrait de 33%. Il est crucial de noter que ces pertes massives n'étaient pas le fruit d'un cycle économique classique, mais bien d'une seule matière première, l'énergie, se transmettant à toute l'économie et forçant un revirement de la politique monétaire. C'est exactement la structure de la crise actuelle. En 2022, c'était la guerre en Ukraine. En 2026, c'est la guerre en Iran. Même mécanisme, même canal de transmission, même piège politique et même réévaluation brutale des actifs. Un détail fondamental de 2022 échappe souvent aux observateurs. Le marché n'est pas tombé d'un seul bloc, mais en 3 vagues distinctes, chacune séparée par des rallyes de soulagement qui donnaient aux investisseurs la fausse impression que le plancher avait été atteint. La première jambe de baisse s'est produite en début d'année, sur les anticipations initiales de hausse des taux. Après une reprise partielle, une seconde jambe a frappé en mai et juin lorsque la Fed a surpris tout le monde avec une hausse massive de 75 points de base. Puis, après un rallye estival, une troisième chute a eu lieu en octobre, quand il est devenu clair que la Fed ne reculerait pas. Les investisseurs qui ont tenu bon lors du premier rebond ont été foudroyés par les vagues suivantes. Seuls ceux qui ont compris que les données d'inflation imposent une réponse politique séquentielle ont pu se protéger. La gravité de l'épisode de 2026 dépendra de la durée du conflit iranien, mais la direction du repricing a été scellée dès le 28 février, jour de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le rapport d'aujourd'hui n'est pas le déclencheur, il n'est que le moment où les conséquences apparaissent enfin dans les données officielles. Et si l'Agence internationale de l'énergie a raison de prédire que le choc d'avril sera pire que celui de mars, alors le pire chiffre de ce cycle n'a pas encore été publié. Pour saisir l'ampleur de ce qui arrive, il faut connecter 5 flux de données simultanés qu'aucun titre de presse ne montre ensemble. Le premier est l'IPC de ce matin, le pire depuis 2022. Le second est l'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, tombé à 53,3, son plus bas niveau de 2026, avec des attentes inflationnistes révisées à la hausse. Le troisième est le modèle de récession IA de Moody's, assis à 49% avant même l'impact total du choc pétrolier, un modèle entraîné sur 80 ans de données qui n'a jamais failli une fois le seuil des 50% franchi. Le quatrième flux provient de Goldman Sachs, qui prévient qu'une perturbation persistante du pétrole pourrait entraîner le S&P 500 vers les 5400 points, soit une chute de 22% par rapport au pic de janvier. Enfin, le ratio Shiller-Cape culmine à 39,7, son deuxième niveau le plus élevé en 150 ans d'histoire, dépassé seulement par la bulle dot-com de 1999. Quand on combine des valorisations historiquement hautes à une inflation au plus haut depuis 4 ans et un choc pétrolier d'une telle magnitude, la conclusion mathématique est inévitable. Le marché était positionné pour la perfection, et la réalité vient de briser ce miroir. Le chiffre de 8 000 milliards de dollars évoqué n'est pas une perte journalière, mais l'ordre de grandeur de la réévaluation globale qui va s'étaler sur les mois à venir. Certains secteurs portent déjà le poids de cette vulnérabilité, au premier rang desquels la technologie. Microsoft affiche un recul de 23% depuis le début de l'année 2026. La raison est structurelle. Les géants technologiques ont contracté des dettes colossales pour financer leurs infrastructures d'intelligence artificielle. Amazon a sollicité 37 milliards de dollars sur le marché obligataire, tandis qu'Alphabet a exécuté une levée de fonds de 32 milliards, incluant une obligation rare à 100 ans. Chaque trimestre de retard dans la baisse des taux par la Fed se traduit par des milliards de dollars de frais financiers supplémentaires prélevés directement sur les bénéfices. Sur des sociétés au ratio cours sur bénéfices élevé, cette érosion des profits entraîne une chute disproportionnée du cours de l'action par un effet d'amplification mathématique. L'immobilier est le second secteur sinistré.
Avec des taux hypothécaires fixes à 30 ans déjà à 6,46% avant les chiffres de ce matin, l'espoir d'une baisse s'éloigne, gelant un marché où 80% des Américains jugent l'accession à la propriété plus difficile que pour les générations précédentes. Ce blocage est un frein pour toute l'économie, car l'immobilier est un multiplicateur puissant. Quand les transactions s'arrêtent, ce sont les agents, les courtiers, les inspecteurs, mais aussi les détaillants de meubles, d'électroménagers et les industries de la rénovation qui entrent en dépression. Le secteur de la consommation discrétionnaire constitue la troisième strate subissant une pression considérable dans cet environnement de réévaluation. Historiquement, chaque augmentation de 10 $ du prix du baril de pétrole ampute la croissance du PIB américain de 0,2 à 0,3%. Tout en ajoutant environ 0,4% à l'inflation globale. Selon Moody's Analytics, le passage du brut de 72 $ au début du conflit iranien à un sommet de 112 $ représente une hausse de 40 $. Ce n'est pas une simple erreur d'arrondi, mais un frein estimé entre 0,8 et 1,2% sur le PIB, doublé d'un apport de 1,6% à l'inflation de tête. Lorsque les prix à la pompe bondissent de 30% en un mois, le budget des ménages subit un choc frontal inévitable. Cet argent n'est plus injecté dans les restaurants, l'habillement ou l'électronique grand public, pesant lourdement sur les bénéfices des entreprises de ces secteurs. Mais une couche supplémentaire, souvent omise par les commentateurs, aggrave ce tableau. L'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a révélé que les attentes inflationnistes à un an ont grimpé à 3,8%. C'est un signal critique pour la Réserve fédérale, car il indique que les consommateurs commencent à intégrer l'inflation dans leur comportement. Quand les attentes s'ancrent, les revendications salariales augmentent, alimentant une boucle prix-salaire qui transforme un choc énergétique temporaire en une inflation structurelle des services que la Fed ne peut plus ignorer. Il convient d'évaluer avec lucidité les contre-arguments qui circulent actuellement. Le premier prétend que le cessez-le-feu en Iran, annoncé le 8 avril, change la donne. Si les prix du pétrole ont reflué sur cette nouvelle, cela ne modifie en rien les données de l'IPC de mars ni le bond des attentes inflationnistes. Surtout, ce cessez-le-feu est explicitement temporaire, fixé à 2 semaines. Aucun acteur sérieux du marché ne croit à une restauration durable de la confiance tant que le risque de reprise des hostilités plane sur le détroit d'Ormuz. Le deuxième argument s'appuie sur la solidité apparente de l'emploi en mars. Pourtant, Mark Zandi de Moody's a prévenu qu'il ne fallait y voir aucun réconfort. Ce chiffre suit un mois de février catastrophique et s'inscrit dans une année 2025 qui fut la plus faible pour l'emploi depuis 2002 hors récession. L'indice du cycle vicieux de Moody's clignote désormais au rouge, suggérant que l'économie pourrait déjà être en récession. Enfin, l'idée que l'inflation sous-jacente reste contenue ignore les effets de second tour. United Airlines et l'USPS ont déjà annoncé des hausses de tarifs liées au carburant. Ces augmentations de coûts se répercuteront sur les prix des biens dans les mois à venir, prouvant que l'inflation à 3,1% est un problème systémique exigeant une politique restrictive prolongée. Le véritable point de rupture réside dans la situation budgétaire des États-Unis. Le pays entre dans cette résurgence inflationniste avec une dette nationale de 39 000 milliards de dollars, dont 10 000 milliards doivent être refinancés en 2026 à des taux 2 à 3 fois supérieurs à leur émission initiale. Les intérêts de la dette ont déjà franchi le seuil de 1 130 milliards de dollars en 2025, dépassant pour la première fois le budget de la défense. Chaque point de base que la Fed est contrainte de maintenir à cause de l'IPC de ce matin ajoute à ce coût de manière permanente. Le marché n'intègre pas seulement des taux élevés pour le trimestre à venir, mais recalcule l'impact de ce maintien prolongé sur tous les bilans sensibles aux taux, des dettes corporatives au refinancement immobilier. Ce matin, à 8h30, la publication d'une simple feuille de calcul par le Bureau des statistiques du travail a déclenché un recalibrage de tout le système financier. Pour l'investisseur informé, 5 actions s'imposent pour naviguer dans ce cycle de réévaluation qui durera plusieurs mois. D'abord, comprendre que le mouvement se fera par vagues successives, entrecoupées de rallyes de soulagement temporaires qu'il ne faut pas confondre avec le plancher. Ensuite, reconnaître l'asymétrie sectorielle. L'énergie reste le seul secteur performant lors des chocs pétroliers, avec ExxonMobil en hausse de 42% depuis le début de l'année. Troisièmement, il est impératif d'évaluer la sensibilité de votre portefeuille au taux d'intérêt, car la durée de la pause forcée de la Fed vient de s'allonger. Quatrièmement, la réunion de la Fed du 29 avril devient l'événement binaire majeur,
Son langage sur d'éventuelles hausses futures sera plus déterminant que la décision elle-même. Enfin, maintenir la liquidité comme un actif stratégique est crucial. Avoir du cash disponible au véritable creux du marché permet de saisir des opportunités exceptionnelles, comme ce fut le cas lors du bas de 2022. Le schéma historique de 1973, 1994 et 2022 se répète avec une clarté impitoyable. Nous sommes actuellement dans la phase de choc et de déni, avant l'acceptation forcée et le nouvel équilibre à des valorisations inférieures. La fenêtre d'opportunité pour agir se situe entre la publication des données et le moment où le grand public en absorbe pleinement les conséquences. Cette fenêtre s'est ouverte ce matin et elle se refermera rapidement. L'inflation est de retour, la Fed est piégée et le processus est enclenché. Ne vous laissez pas séduire par les rebonds techniques inévitables. Les données de ce matin sont sans ambiguïté pour quiconque refuse de regarder la réalité à travers le prisme de l'espoir. Les mieux positionnés lors de chaque dislocation majeure du dernier siècle ont pris les données précoces au sérieux avant le reste du marché. Aujourd'hui est ce moment. L'histoire a changé de direction à 8h30 et il vous appartient désormais d'utiliser ce cadre d'analyse pour protéger et construire votre avenir financier dans un marché qui commence seulement sa mue.